cet après-midi tous réunis, invités par vos caisses de retraite complémentaires. Alors, les missions de ce comité régional Action sociale Agir Carco, elles sont au nombre de 4. Nos missions sont de soutenir les aidants familiaux, soutenir le retour à l'emploi des plus fragiles, accompagner le grand âge en perte d'autonomie et donner les clés du bien vieillir. Donc, thématique qui nous réunit cet après-midi. Donner les clés du bien vieillir, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est permettre à chacun de devenir acteur de son vieillissement, de vivre en meilleure santé, tout en conservant son autonomie le plus longtemps. Bref, c'est préserver sa qualité de vie. Donc, depuis plusieurs années, les régimes Agir Carco militent en faveur d'une démarche de prévention et proposent donc des missions, des actions innovantes sur tous les territoires. Différentes actions, par exemple, dont on pourra vous parler un petit peu plus tard, ce sont les services Sortir Plus, qui favorisent le lien social. Ce sont les centres de prévention, dont un est situé à Troyes, qui propose aussi une antenne délocalisée à Chaumont. L'autre action donc, portée par ce comité, c'est la santé en mouvement, un dispositif qui a pour mission de présenter les bénéfices de l'activité physique. Et autre action, eh bien, celle qui nous réunit donc cet après-midi, à Chalindré. Alors, cet après-midi, vous vous doutez bien, n'est pas que le fruit du comité régional Agir Carco. Elle est portée par tout un ensemble de partenaires, par tout un réseau de partenaires locaux. Donc, je souhaitais les nommer et bien évidemment les remercier pour le bon déroulé de cet après-midi et j'en suis sûre pour sa réussite. Donc, cette journée a été réalisée avec le soutien de la Fédération ADMR Haute-Marne, avec la DAPA 52, avec le CIAS Avenir, avec le Conseil départemental de la Haute-Marne, le CODERPA, France Alzheimer, Gérontis, Géronto Sud 52, l'association Marjolaine, Optim Service SNCF. J'espère n'avoir oublié personne. En tout cas, je pense que nous pouvons les applaudir pour cet après-midi. Je vous remercie. Voilà, donc je vous propose d'entamer cet après-midi en résumé donc la projection du film Les Souvenirs, réalisé par Jean-Paul Rouve. Celui-ci sera suivi par l'intervention d'Anthony Bulto et nous terminerons tous ensemble autour des stands tenus par les partenaires et bien évidemment autour d'un verre de convivialité. Bon après-midi, à tout à l'heure. Dur, ah pardon, mais ça, enfin, voilà, on est là pour recueillir les idées, etc. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était le support, l'introduction à des échanges, à une réflexion. Et voilà, en tout cas, moi, je remercie aussi le cinéma familial pour les super conditions dans lesquelles il nous a reçus. Donc, je vois que M. Bulto est prêt. Je lui passe la parole. À tout à l'heure. Là, j'espère qu'on m'entend jusque dans le fond de la salle. A priori, c'est bon? Non. Je vais essayer de rapprocher un peu plus. Bon, on va essayer de faire comme ça. Ok. Bon, déjà, bonjour à tous. Et merci aux courageux qui ont décidé de rester après ce film, puisqu'on vous a déjà mobilisé pendant une heure et demie. Bon, j'espère quand même que globalement, c'est un film qui vous a plu. Bon, c'était sympa quand même. Bon. Pour ma part, je vais essayer de ne pas vous garder plus longtemps qu'une heure. On m'a donné l'autorisation d'une heure. Donc je vais essayer de ne pas trop dépasser ce délai. Alors, je me présente. Je suis Anthony Bulto. Je suis neuropsychologue. J'interviens essentiellement auprès de la population âgée, au sein de services hospitaliers ou de maisons de retraite,
Et il y a quelques jours, j'ai été sollicité justement pour faire une petite intervention autour de la thématique du comment bien vieillir, et plus particulièrement autour de la thématique de l'isolement et de la dépression chez la personne âgée. Alors, en premier lieu, moi je tiens déjà pour acquis que le terme isolement est nécessairement recouvert par le terme dépression. Nous sommes des êtres sociables par nature, et quiconque se retrouve isolé bascule nécessairement tôt ou tard vers la dépression. Que ce soit dans mon métier ou dans mon entourage, je crois que je n'ai jamais vu de contre-exemple. En fait, on peut dire que l'isolement, c'est le principal carburant de la dépression. Mais maintenant, il y a bien entendu d'autres facteurs qui peuvent déclencher ou qui peuvent aussi être des carburants, et on en verra quelques-uns ensemble. Mais avant, pour commencer, je pense qu'il serait déjà bon peut-être de voir ensemble ce qu'on entend par dépression. Je pense qu'on a tous sensiblement la même définition en tête. On est tous à peu près d'accord pour dire qu'il s'agit d'un état de souffrance, d'un état, on va dire, d'une perte d'intérêt, de motivation, de plaisir pour les activités. Et c'est un état qui s'accompagne, on va dire, d'une tristesse, d'idées noires, qui peut se manifester aussi par une perte d'appétit, des troubles du sommeil. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur les symptômes. En revanche, il y a déjà beaucoup moins de consensus lorsqu'on postule sur les origines, les causes, et du coup sur les moyens de prise en charge. Parce que, suivant finalement l'Église à laquelle on se réfère, eh bien, il y a des gens qui pensent que la dépression a une cause purement biologique ou neurologique. D'autres qui pensent que c'est une cause purement psychologique. D'autres pensent que c'est une interaction entre les deux, entre le biologique et le psychologique. Alors du coup, en ce qui concerne les traitements, certaines personnes pensent que la seule possibilité, c'est de passer par des traitements médicamenteux. D'autres, au contraire, pensent que ça passe plutôt par une psychothérapie. Il y a même certains qui iront à dire qu'on ne peut pas guérir de la dépression, que ce n'est pas possible. Alors ça, c'est plutôt les gens qui pensent que la dépression, c'est une structure de la personnalité. Et puis, il y a même d'autres personnes qui vont nier l'existence même de la dépression, qui vont penser que c'est une maladie qui n'existe pas. Alors, pour ma part, je pense que face à ce manque de consensus, le mieux c'est encore d'avoir son propre avis sur la question. Alors moi j'ai une définition globale un peu personnelle que je vais vous donner. Moi je considère que la dépression, il s'agit d'un effondrement de la personne qui survient lorsque celle-ci refuse d'accepter les défis que va lui soumettre la vie. C'est ça, ma définition. Alors, bien évidemment, les défis de vie, les défis que la vie nous soumet, ils sont tous différents selon les individus. Certains sont plus épargnés que d'autres. Et puis, il y a aussi des défis qui ont tendance à apparaître préférentiellement plutôt à une période de la vie plutôt qu'à une autre. Et bien évidemment, on a tous, je pense, déjà été soumis à des défis qui nous ont semblé insurmontables ou illégitimes et qu'on a voulu refuser. Et du coup, on a déjà tous connu des périodes de dépression plus ou moins transitoires. Bon, je pense qu'ici déjà, en Haute-Marne, on souffre tous de la dépression saisonnière, avec un hiver qui a tendance à durer assez longtemps. Mais généralement, ce sont des états transitoires qu'on est amené à dépasser. Et on peut dire que quand cet état de souffrance perdure au-delà de 6 mois ou d'1 an, alors on peut penser qu'il y a souvent une cause en amont qui entretient cette dépression. Et cette cause, c'est bien évidemment souvent l'isolement. Alors, au cours de mon intervention, entendez bien que je vais utiliser le terme dépression par raccourci, par simplification langagière, mais
En fait, je devrais plutôt parler d'état dépressif, au pluriel. Parce que les états dépressifs ont tendance à couvrir une large gamme qui peut aller de la simple anxiété chronique jusqu'à un phénomène qu'on rencontre préférentiellement chez la personne âgée qui s'appelle l'apathie. Et avant de parler de la dépression, je vais justement faire une petite parenthèse sur l'apathie, ça me semble important. Parce que dans mon métier, je vois souvent une confusion qui est faite entre ces deux états. Moi, je reçois dans mon métier beaucoup de patients avec leur famille, et la famille me dit, écoutez, mon parent ou mon époux, mon épouse, il reste avachi toute la journée sur la télévision, ils ne font plus rien, il n'a plus goût à rien, il est complètement déprimé. Alors oui, effectivement, au premier abord, ça ressemble à de la dépression. Sauf que, lorsque je questionne les intéressés, et que je leur demande notamment comment ils vont au niveau de leur morale, ils me répondent, sincèrement, franchement, tout va bien, hein, pas de problème. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment vous occupez vos journées? Et là, généralement, ils me répondent, oh, vous savez, moi, j'ai pas une minute à moi, franchement, je m'ennuie jamais. Bon, très bien. Vous pouvez me donner un petit peu les détails, un exemple de journée type? Et là, généralement, ces personnes, elles vont avoir tendance à me décrire méticuleusement une liste très détaillée de toutes les tâches domestiques qu'elles font au cours de la journée. Mais vraiment très méticuleusement. Et donc voilà, les tâches de ménage, les tâches de préparation des repas, ces choses-là. Et généralement, on s'aperçoit que ces tâches, elles ont tendance à prendre un temps anormalement long dans leur journée. Et en plus, quand on interroge les familles, généralement, elles nous disent qu'en réalité, elles n'en font pas la moitié de ces tâches. Alors ça, c'est typique, effectivement, de la personnalité apathique. Et la différence entre l'apathie et la dépression, j'ai envie de dire, elle se situe là. C'est-à-dire que le dépressif, la personne dépressive, elle est en souffrance de son état et elle est capable de le verbaliser. Elle le dira, elle n'essaiera pas de le masquer. La personne apathique, en réalité, elle ne souffre pas de son état. Et généralement, elle essaye de masquer son état parce qu'elle sait que ça a tendance à exaspérer un peu son entourage. Donc en fait, quand il y a une souffrance au niveau de l'apathie, ce n'est pas à cause de l'apathie en elle-même, c'est plutôt parce que ces personnes ont tendance à cristalliser l'inquiétude ou, je vous dis, cristalliser l'exaspération justement des personnes autour d'elles. Alors, c'est important de faire la distinction, moi j'insiste, entre l'apathie et la dépression parce que les causes pour ces deux états sont différentes et du coup les prises en charge sont également différentes. Alors les causes de la dépression, elles peuvent être multiples, quasiment illimitées, et on va en voir quelques-unes ensemble après. Par contre, les causes de l'apathie, en revanche, elles sont très restreintes, et à ma connaissance, il en existe deux. La première, elle est assez rare, c'est dans des cas de très graves traumatismes psychologiques. Je pense à certains vétérans de guerre qui ont vécu des horreurs. Ça ne vous concerne pas trop, je pense, enfin j'espère pour la plupart. L'autre raison, qui est en revanche beaucoup plus fréquente et que je vois, c'est dans le cas ça a une origine biologique, neurologique, un cas de lésion du cerveau. Alors, on a des lésions cérébrales préférentiellement chez les personnes qui souffrent de maladies du cerveau, donc la maladie d'Alzheimer, on y pense tous, la maladie de Parkinson, les personnes aussi qui ont une souffrance vasculaire, qui font des AVC à répétition. Mais en fait, pas seulement. Chez les personnes qui vieillissent normalement, au cours du temps, on a tous des lésions cérébrales qui apparaissent. Je vous rappelle qu'à partir de l'âge de 25 ans, vous le savez peut-être, mais le cerveau ne produit plus de nouveaux neurones, et tous nos neurones, donc nos cellules du cerveau qui vont être perdues, ne seront pas remplacées. Tant et si bien que, arrivé à l'âge de 60 ans, déjà notre cerveau il ne fait plus que 2/3 du poids qu'il faisait à 25 ans. Et oui. Alors ça, évidemment, la conséquence, elle est évidente, c'est que cette réduction de taille du cerveau, elle s'accompagne d'une diminution de certaines facultés. Alors évidemment, on vieillit tous différemment et ces difficultés, les premières difficultés qui apparaissent ne sont pas toujours les mêmes d'un individu à l'autre. Mais classiquement quand même, la première partie du cerveau qui vieillit, c'est le lobe frontal. Cette grande partie antérieure du cerveau.
C'est elle qui est la plus fragile, donc c'est elle effectivement qui a tendance à se détériorer en premier. Pourquoi est-ce que c'est la plus fragile? Petit point de culture. C'est tout simplement parce qu'au cours de l'évolution de l'espèce animale, c'est la partie qui est apparue en dernier. C'est pour ça que c'est la plus fragile. C'est aussi cette partie qui nous différencie des animaux. Les animaux n'ont pas de lobe frontal ou alors un très petit lobe frontal. Alors, cette partie du cerveau, c'est elle qui a en charge les capacités à s'organiser, à planifier, à se coordonner, à faire des choix, à prendre des décisions. Plus globalement, c'est cette partie du cerveau qui permet d'initier ou d'orienter un comportement vers un but. Et donc, quand cette partie du cerveau se détériore, eh bien, évidemment, on a plus de mal à faire des projets, à prendre des décisions et à initier, s'engager dans un comportement. Et quand on a perdu la capacité à pouvoir initier des actions, eh bien, on se retrouve typiquement face à un tableau apathique. Alors, il faut bien comprendre que le fait que les personnes apathiques ne fassent plus rien de leur journée, ça n'a rien à voir avec une question de morale ou de motivation. C'est pour des raisons neurologiques, des lésions. Donc ça sert strictement à rien de s'acharner sur ces personnes pour leur redemander de reprendre du poil de la bête. Elles ne peuvent matériellement pas le faire. Si on veut faire une comparaison, c'est à peu près aussi pertinent que de demander à un paraplégique de faire du saut à la perche. Ça n'a strictement aucun sens. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne sait pas réparer le cerveau. Donc typiquement, on ne peut pas guérir de l'apathie. Alors que moi, je tiens quand même pour acquis qu'on peut sortir de la dépression, qu'on peut la guérir. Bon, pourtant, la prise en charge de l'apathie, elle est parfois plus simple que celle de la dépression, parce que du fait que ces personnes sont dans un état de relative indifférence affective, qu'il n'y a pas vraiment de souffrance par rapport à cet état, on arrive encore bien à les mettre en activité, à leur faire des choses. Ils s'y prêtent relativement bien. Évidemment, par contre, ça nécessite qu'on les initie à la tâche. Donc, il y a quand même généralement moins à se creuser la tête que pour des personnes qui sont déprimées. Une personne déprimée, si elle ne veut pas faire une activité, elle ne la fera pas, si elle n'a pas la motivation, c'est clair. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La prise en charge de l'apathie pour les aidants, c'est beaucoup plus fatigant que la dépression. Donc voilà, c'était vraiment la petite parenthèse qui me tenait un peu à cœur, de faire vraiment la distinction entre la dépression et l'apathie. La souffrance n'est pas la même. Je vous rappelle que la dépression, ça peut mener au suicide. D'ailleurs, le taux est assez élevé chez la personne âgée. L'apathie, en revanche, non, elle n'amène jamais au suicide. En tout cas, pas pour des raisons de l'apathie en elle-même. Alors maintenant, on va se recentrer sur la dépression, puisque c'est quand même le sujet. Je ne voudrais pas que les gens s'inquiètent. Comme je l'ai dit, son principal carburant, c'est l'isolement. Et on va voir quels peuvent en être les déclencheurs et certains facteurs de risque. Alors on va commencer par, classiquement, les facteurs de risque les plus évidents, qui sont les facteurs de risque biologiques, neurologiques. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ce sujet. Il faut savoir quand même que dans le milieu médical, l'hypothèse qui règne en maître, c'est que la dépression serait liée à un déficit de sérotonine. Alors la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, une substance chimique qui a pour fonction de réguler, de maintenir l'équilibre du cerveau pour qu'il fonctionne correctement. Alors ça, c'est une hypothèse qui date des années 50, qui d'ailleurs assez étrangement a peu été requestionnée depuis, et si bien d'ailleurs que le principe actif de tous les antidépresseurs qui inondent le marché, c'est justement d'augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Alors, les causes du déficit de sérotonine, elles sont nombreuses. Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux entre nous, donc il y a un facteur génétique. Et puis ensuite, il y a l'impact de facteurs exogènes, tels que l'alimentation qui joue, l'hygiène de vie plus globalement, le manque d'activité, et puis bien évidemment tous les traitements médicamenteux. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont susceptibles de modifier l'équilibre physiologique du cerveau. Et quand il y a des perturbations qui touchent typiquement le lobe frontal dont j'ai parlé avant, ou alors le système limbique, qui est une partie du cerveau qui se situe en dessous du lobe frontal et qui a en charge notamment les émotions, l'humeur, on voit apparaître, on a une augmentation du risque de voir apparaître des tableaux dépressifs. Tout ça pour dire finalement que bon an mal an, ah oui j'ai oublié de dire avant, pensez aussi à la thyroïde, au problème de thyroïde.
l'hypothyroïdie, donc ça aussi c'est un facteur de risque qui augmente avec l'âge, et typiquement ça fait apparaître des tableaux dépressifs. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même mieux passer par la case médecin au départ afin de faire les vérifications de routine. Donc ça c'était les facteurs biologiques. Maintenant je vais parler un petit peu des facteurs psychologiques. Ils sont assez nombreux, je vais en aborder que certains. Et je vais commencer d'abord par les deuils. Et je dis les deuils parce que moi j'en vois trois types différents. Le premier, il est évident pour tout le monde, c'est le deuil lié à la perte d'un être cher. Alors, ce sont des épreuves, des défis de la vie qu'on rencontre tous. Ce sont des défis qui généralement sont amenés à être dépassés assez rapidement, sauf dans certains cas, je pense évidemment au deuil d'un enfant, passé un certain âge, généralement on ne s'en remet jamais. Mais globalement, ce sont des épreuves qui sont amenées à être dépassées. Et quand cet état de souffrance aiguë, et je dis bien aiguë, perdure au-delà de 6 mois ou d'1 an, c'est généralement qu'il y a autre chose qui entretient cet état par-dessous. Et cette autre chose, encore une fois, c'est notre fameux carburant, à savoir l'isolement. D'ailleurs, par exemple, on voit très bien que chez la personne âgée, le décès d'un animal de compagnie, ça peut revêtir l'apparence d'une catastrophe planétaire. Et ça, c'est généralement le cas quand il y a eu un surinvestissement de l'animal du fait même de l'isolement. À noter aussi, pour la parenthèse, qu'il n'est pas nécessaire que la perte de l'être, elle soit réelle. Elle peut aussi être symbolique. Par exemple, des enfants qui s'éloignent, un bon voisinage qui déménage, enfin, bref, toute rupture dans le cercle social peut être vécue, très mal vécue, être vécue comme un deuil à faire. Voilà, donc le deuil, ça surmonte généralement bien quand on est entouré. D'ailleurs, dans le film qu'on vous a montré, on commence par l'enterrement du mari de la grand-mère, donc le mari d'Annie Cordy. Bon, on voit que globalement, ça a l'air plutôt bien accepté. On n'en parle pas après dans la suite du film. Mais on imagine que le fait que la famille soit relativement solidaire autour de cette épreuve, eh bien, ça a facilité cette bonne acceptation. Le deuxième type de deuil, c'est bien entendu le deuil du corps, un corps qui répond moins bien quand on vieillit et qui oblige un petit peu à modifier ses habitudes pour en privilégier d'autres. Une personne qui avait l'habitude de beaucoup marcher, quand ses jambes deviennent moins véloces, ça peut être extrêmement difficile à surmonter. Et dans ce cas-là, encore une fois, il faut faire un gros travail sur soi et il vaut mieux être bien entouré. La troisième forme de deuil à laquelle on pense un peu moins, et moi j'y pense parce que j'y suis souvent confronté dans mon travail en maison de retraite, mais c'est un deuil qui ne concerne pas que en maison de retraite, ça concerne aussi les personnes qui vieillissent à domicile. Je veux parler du deuil matériel. Dans nos sociétés modernes, occidentales, nous sommes très attachés à nos biens matériels. Et à une époque, il y avait un célèbre philosophe qui disait « Je pense, donc je suis ». Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait clairement remplacer cette citation par « Je consomme, donc je suis ». Parce que si on regarde bien, l'essentiel de l'argent qu'on accumule, on ne le dépense pas en nourriture ou en biens de première nécessité. Bon, après, ça dépend où on met la limite, la barrière de biens de première nécessité. Mais globalement, bon, un paquet de pâtes, ça coûte 20 centimes. On est à peu près tous quand même assurés d'avoir un toit sur la tête, même quand on n'a pas de travail, grâce à nos acquis sociaux, bon, sauf cas exceptionnels. Tout ça pour dire que l'essentiel de notre argent, aujourd'hui, c'est dans l'amélioration de notre confort qu'il va être investi. Autrement dit, dans des choses qui, dans l'absolu, restent superflues. Mais c'est justement parce qu'elles sont superflues qu'elles sont aussi indispensables. Et ça, c'est selon l'adage bien connu, que vous connaissez certainement, de notre cher Monsieur Séguéla, si, passé 50 ans, t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Bon. On s'est beaucoup indigné de cette phrase, mais pourtant, M. Séguéla, je pense qu'il ne faisait qu'exprimer verbalement ce que beaucoup d'entre nous ont en réalité intériorisé. Il faut voir qu'on pourrait très bien se contenter, par exemple, d'économiser quelques mois pour s'acheter une petite Renault 5 pour rouler. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on fait.
On va plutôt économiser quelques années pour s'acheter, je ne sais pas, une Audi TT. Et puis on en changera au bout de 2-3 ans parce que on sera lassé de la couleur. Bon, j'exagère un peu évidemment, mais tout ça pour dire qu'on achète quand même beaucoup de choses qui sont loin d'être indispensables et que toutes ces choses, elles ont tendance à devenir une partie intégrante de notre identité. Et du coup, lorsqu'on doit renoncer à une partie de ses biens matériels, ça revient généralement à perdre une partie de son identité. Et ça, c'est très très douloureux. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on commence à avoir des problèmes de vision ou d'attention, à passer un cap, il faut renoncer à la conduite. Et ça veut dire que, évidemment, il faut renoncer à la Ferrari qui est garée dans la cour. Bon, je plaisante évidemment, je me doute que nos retraités cultivateurs de la Haute-Marne ou de la SNCF, ils n'ont pas forcément eu de quoi s'acheter une Ferrari. Mais c'est pareil, cette grande maison qu'on avait qui était si pratique pour accueillir les enfants, les petits-enfants, pour lesquels on avait fait construire une piscine. Quand les petits-enfants y grandissent, elle devient bien vide cette maison. C'est beaucoup d'entretien quand on commence à avoir quelques difficultés. Et puis les escaliers, c'est pas pratique quand on a mal au dos. Et du coup, des fois, il faut penser à la revendre pour éventuellement racheter quelque chose de plus modeste, un petit studio en ville. Mais n'empêche que tous ces abandons matériels, ce sont des déchirements, comme une partie de soi-même qui s'en va. Et ça fait partie, des facteurs qui peuvent augmenter les risques de dépression. Alors ça, c'était les deuils. Je vais parler maintenant d'un autre facteur psychologique qui sont les conflits familiaux. Le vieillissement s'accompagne assez fréquemment d'une augmentation des crises familiales, augmentation qui va généralement de pair avec l'augmentation du niveau de dépendance. Alors ça peut être par exemple la personne âgée qui refuse de lever le pied, qui refuse de vieillir. Du coup, elle se met en danger et ça a tendance à inquiéter les proches ou l'épouse. Et du coup, ça génère des disputes. Alors au départ, c'est pas bien méchant, parce que c'est des disputes, finalement on peut se dire que ce qui est au centre de la dispute, c'est l'amour qu'on porte à la personne, parce qu'on s'inquiète pour elle. Mais je vous garantis que quand ces disputes, elles deviennent quotidiennes, au bout d'un moment, ça peut vraiment se répercuter sur le moral des gens. Ça peut être aussi lorsque les enfants deviennent des aidants. Il y a parfois des jalousies qui peuvent naître. Par exemple, un enfant qui a l'impression d'en faire plus que l'autre pour aider son parent vieillissant. Il peut aussi y avoir des désaccords sur certaines décisions. Dans le film, on le voit, le placement en maison de retraite d'Annie Cordy, il n'a pas l'air de faire l'unanimité chez les enfants. Et puis aussi, lorsque la personne est plus fragile, du fait de son âge, c'est parfois une période propice à ce que certains non-dits, certaines rancœurs, certains reproches fassent leur apparition. Ça peut être par exemple un enfant qui a eu le sentiment d'avoir été moins aimé que l'autre, qui du coup trouve moins légitime de devoir s'occuper de son parent. Ça peut concerner aussi la question toujours délicate de l'héritage. Alors du coup, la personne qui a la sensation que la famille se déchire autour d'elle, elle peut avoir le sentiment d'être une charge pour les autres et les gens qu'elle aime. Et du coup, elle peut avoir honte, elle peut se sentir inutile et finir par se replier sur elle, s'isoler et donc basculer vers la dépression. Le dernier facteur psychologique que je vais aborder, ce sont les anciens traumatismes. Passer la retraite, lorsque les gens deviennent moins actifs, plus sensibles, ils ont davantage de temps pour penser à eux, on voit souvent ressortir des traumatismes très anciens qu'ils avaient jusque-là maintenus bien enfouis. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément le temps de s'apitoyer sur son sort. Le problème, c'est qu'un traumatisme qui a été mis de côté, il a souvent tendance à ressurgir à un moment donné, généralement quand nos défenses sont affaiblies. Et parfois, ces traumas viennent vraiment parasiter les pensées, ils sont là en permanence, et du coup, ils peuvent alors devenir également un carburant qui va alimenter la dépression. Récemment encore, j'ai reçu un patient de 75 ans qui m'était adressé par sa fille parce qu'il était déprimé, il était anxieux, et elle avait peur que ça se répercute un petit peu sur son fonctionnement global, sur sa mémoire, sur ces choses-là. Oula. Alors moi, dans mon métier, j'évalue les patients en discutant avec eux, mais je leur fais faire aussi passer des petits tests pour vérifier le fonctionnement de leur cerveau. Donc, généralement, c'est des évaluations qui durent un petit moment, qui durent au moins 2 heures. Et alors, ce patient,
Quoique, quel que soit ce que je lui demandais, dans son discours, il en revenait toujours autour de la guerre d'Algérie qu'il avait vécue. Ça revenait toujours en boucle. Il me racontait des abominations, des horreurs qu'il a vécues, et ça, c'était vraiment très présent à son esprit. Donc, après, certains me diraient, bah oui, c'est parce qu'il a des trous de mémoire, il ne se rappelle plus qu'il a déjà dit, il radote. Très bien, moi je veux bien, mais je me dis que c'est quand même pas un hasard si c'est ce genre de choses qui reviennent en boucle, et pas d'autres. Et puis j'imagine bien que si cette personne, elle vit avec ces images en permanence à son esprit, je peux tout à fait comprendre effectivement qu'elle soit anxieuse et qu'elle soit déprimée. Ça pour dire que globalement, la prise en charge de ces traumatismes anciens, elle est particulièrement difficile chez nos aînés parce qu'ils sont issus d'une génération où ils n'ont pas été éduqués et conditionnés à la psychologisation. La psychologie, c'est un concept dont on ne parlait pas dans les campagnes. Il n'y avait pas de psychologue à l'époque, il y a 70 ans. C'était le curé qui tenait ce rôle-là, qui légiférait sur les problèmes en général. Donc il y a souvent un refus d'envisager que les souffrances passées puissent ressurgir et être réactualisées dans le présent. Et souvent, en plus, elles se réactualisent au niveau somatique. Quand je travaille en maison de retraite, j'ai souvent des aides-soignants qui sont complètement désemparés parce que, donc ils me sollicitent et me disent, mais on ne comprend pas, on a cette personne qui n'arrête pas de se plaindre, elle a mal partout, partout, et pourtant on a fait tous les examens médicaux possibles, il n'y a strictement rien. Alors quand c'est comme ça, je vais voir la personne en question, je discute un peu avec elle. Alors d'abord, je la laisse parler. Donc généralement, elle me fait l'étal de toutes ses souffrances physiques, de toutes ses douleurs, ça dure un bon moment. Et puis après, elle se plaint du fait que le personnel soignant de l'établissement eh bien, ne veut pas le soigner. Donc ça, il faut comprendre déjà, pour résumer, que la personne, non seulement elle souffre physiquement, mais en plus elle a le sentiment que personne ne la croit, qu'on la traite de menteur. Donc ça, je vous garantis que c'est le cocktail magique pour sombrer en dépression. Alors une fois que je les ai laissés parler, je commence un petit peu à les questionner. Et notamment, je leur fais raconter un petit peu leur histoire de vie. Et généralement, il n'y a pas besoin de gratter très profond, elles vont souvent me raconter des traumatismes, des souffrances par rapport à leur vie passée. Ce qui montre bien que ces souffrances, elles sont quand même pas très loin dans l'esprit. Et pourtant, la façon dont elles en parlent, relativement froide, montre qu'elles refusent de laisser s'exprimer la souffrance qui est rattachée à ce traumatisme. Il y a souvent effectivement une réticence à évoquer la souffrance. C'est peu valorisé, en tout cas à leurs yeux. Mais il faut bien comprendre qu'une souffrance qu'on ne laisse pas s'exprimer, remonter à la conscience, généralement elle va chercher à s'exprimer par d'autres canaux. Et en fait, il n'y a pas 50 canaux par lesquels elles peuvent s'exprimer. Le canal tout désigné, c'est le corps. Le corps, lui, il ment pas. On ne peut pas tricher avec. Et donc, on se retrouve ainsi avec des troubles psychosomatiques. Alors, essayez, ne serait-ce que de suggérer qu'une réduction de la douleur, donc de la dépression, pourrait passer par une acceptation de cette souffrance liée au traumatisme psychologique. Et là, croyez-moi que vous allez entendre parler du pays chez une personne âgée, généralement. Lorsqu'on suggère qu'une souffrance physique pourrait être consécutive à une souffrance psychologique, très souvent, les personnes ont tendance à entendre qu'on les traite de menteurs, alors que pas du tout. Je me bats auprès de ces personnes, et aussi des aides-soignants qui ont un petit peu de mal avec ça, en leur expliquant que ces gens, si on photographiait leur cerveau, on passait à l'IRM, on verrait que ce sont les mêmes zones, c'est-à-dire les zones dédiées à la douleur qui s'activent, donc les mêmes qu'une personne qui aurait une souffrance d'origine organique. Donc elles ne mentent pas, ces personnes, elles ressentent réellement la douleur, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, tout ça pour vous dire que prendre en charge les traumatismes de nos aînés, ça nécessite quand même souvent l'intervention d'une personne qui possède beaucoup de tact. Mais ça peut se prendre en charge. Je vous signale d'ailleurs que dans le film que vous venez de voir, Annie Cordy aussi, elle a un traumatisme. Celui d'avoir été obligée de quitter l'école à 9 ans à cause de la guerre.
et on voit qu'elle va choisir seule de retourner, d'affronter ces démons pour les exorciser. Bon, évidemment, c'est un peu romancé, mais vous voyez bien l'idée. Le dernier facteur de risque, on a vu les facteurs de risque biologiques et psychologiques, je vais aborder maintenant les facteurs de risque sociologiques. Alors, je m'excuse par avance, je vais peut-être choquer quelques personnes ici qui ne seront pas forcément d'accord avec mon analyse, mais tant pis, on pourra éventuellement en discuter après, mais gardez en tête que c'est un avis très personnel. Pour ma part, lorsque j'entends le mot personne âgée, j'ai automatiquement des signaux d'alarme qui s'activent et d'autres mots qui ont tendance à s'associer automatiquement, tels que maladie d'Alzheimer, Parkinson, grippe, cholestérol, canicule, isolement, contrat d'assurance obsèque, problème de financement des retraites, bref, j'en passe des meilleurs, mais vous voyez que des mots qui véhiculent des sentiments très positifs, hein, vous en conviendrez. Pourtant, à l'origine, quand on ouvre les vieux classiques de la littérature, eh bien, lorsqu'on y évoque la personne âgée, il est plutôt question de leur sagesse, du fait qu'ils sont les détenteurs du savoir, de l'histoire de la famille et du village, du fait que leur expérience en font généralement les porteurs de bons conseils, des bons interlocuteurs, et que leur rôle les désigne avant tout pour transmettre leur connaissance, leur expérience, leur sagesse, leur philosophie. Ils sont aussi souvent dépeints comme ayant un rôle symbolique autour duquel se fédèrent et se resserrent les liens familiaux. Donc je me dis que c'est quand même un sacré tour de force quand, l'espace de 100 ans, on soit passé de l'image du sage avisé à l'image finalement d'une personne qui ne passe le plus clair de son temps qu'à accumuler tous les problèmes du monde. Alors ça, on le doit bien évidemment à nos médias, qui à travers leur campagne de prévention, qui, je ne doute pas, partent d'un très bon sentiment, ont parallèlement la fâcheuse tendance à insuffler insidieusement dans les esprits l'idée que la vieillesse, eh bien, c'est une période de la vie absolument apocalyptique qui nous expose à toutes sortes de misères. Alors vous verrez plein de publicités à propos des maladies pour lesquelles on vous proposera des solutions, mais vous verrez jamais une publicité qui fait l'apologie de la transmission générationnelle intrafamiliale. Bon, il faut bien comprendre que ça rapporte pas beaucoup d'argent à nos grands patrons, hein, évidemment. Non, mais globalement, vous ne voyez jamais une publicité pour dire que tout va bien. C'est normal. N'empêche qu'à force de matraquage médiatique, moi je vais jusqu'à appeler ça du terrorisme intellectuel, eh bien, on a réussi en moins de 70 ans à faire de la vieillesse une authentique maladie. Et dans ces conditions, j'imagine bien que la personne âgée qui a la mauvaise idée de beaucoup regarder la télévision ou de lire le journal quotidiennement, ben, elle a toutes les raisons du monde d'être anxieuse et déprimée quand elle voit ce qui l'attend. Bon, j'exagère un peu, j'espère bien que nos anciens savent quand même prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on leur sert, je l'espère. Maintenant, je me dis aussi que si l'image de la personne âgée a autant changé au cours du dernier siècle, c'est tout simplement parce que les personnes âgées ont perdu leur utilité, plutôt que la société les a dépossédés de leur rôle. Il y a eu beaucoup de changements, très rapidement, à tous les étages de la société. Et dans cette nouvelle organisation de la société, les grands absents, ceux qui en font les frais, ce sont en premier lieu les personnes âgées. Alors, de quelles modifications est-ce que je parle? Certaines sont évidentes pour tout le monde, hein. D'abord, il y a eu la révolution du travail. À une époque pas si lointaine, les gens possédaient des terres qu'ils cultivaient, ou alors ils avaient leur petite entreprise, leur petit commerce. Généralement, c'était une affaire de famille et qui se transmettait de génération en génération. Donc, par la force des choses, les familles avaient tendance à rester relativement regroupées. Aujourd'hui, on a basculé dans la tertiarisation de l'emploi. On est dans une société de services où la plupart des gens désormais sont des employés. Et du coup, comme on est employé, on est dans une situation plus précaire parce qu'on est dépendant d'un patron, donc de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, pour avoir du travail, vous le savez, la condition, c'est généralement d'être mobile. Et on peut même parler carrément de nomadisation chez nos jeunes générations. Ça signifie que cette modification du travail, elle a engendré un éclatement des familles, avec des membres qui se retrouvent maintenant des fois dispatchés aux quatre coins de la France. Donc dans ces conditions, comment est-ce que vous voulez que nos anciens continuent, ils puissent maintenir leur rôle de transmission générationnelle? Difficile. Moi je sais que ma maman, elle est née en 1945,
dans un petit village, enfin elle a vécu son enfance dans un petit village du Morvan, et elle me racontait que, à l'époque où l'électricité n'était encore pas généralisée dans les campagnes, eh bien, elle me racontait que le soir, devant un feu de famille, un feu, on regroupait la famille, on invitait les voisins, on mangeait des marrons, on jouait aux cartes, et puis surtout les aînés, ils racontaient un peu les légendes locales, l'histoire du village, les histoires de famille. Et c'était comme ça qu'elle se faisait en partie, la transmission orale. Maintenant, ça n'existe plus nulle part, clairement. Il y a ensuite eu le phénomène de l'urbanisation. Les campagnes sont délaissées, les jeunes fuient vers la ville pour trouver du travail, et résultat, eh bien, nos anciens se retrouvent seuls à la campagne. Sans compter que, même à la campagne, les flux humains ont maintenant tendance quand même à beaucoup bouger, et qu'on a un peu du mal, parfois, à mettre à jour son voisinage. Mais à une époque plus reculée, quand tout le monde se connaissait dans le village, eh bien, quand un habitant commençait à avoir quelques difficultés, des fois, il y avait une sorte de prise en charge collective, une sorte de solidarité. Moi, je sais que mes grands-parents, bon, ils sont morts au début des années 90, ils habitaient toujours leur petit village dans le Morvan. J'ai souvenir que au repas, 2 fois par jour, c'était la voisine qui venait donner les soins, qui venait mettre les gouttes dans les yeux de mon grand-père. Et puis, il y avait aussi l'épouse de mon oncle, qui descendait tous les jours de sa colline pour apporter les repas. Bon, ça, aujourd'hui, c'est devenu très très rare, clairement. Alors, un autre élément qui a eu un impact indirect sur l'isolement, je vais me faire des amis, c'est l'avènement du divorce. Et à 70 ans, le taux de divorce en France, il était proche de 0%. Aujourd'hui, il est à plus de 50%. On en pense ce qu'on veut, on peut estimer que c'est bien, mais n'empêche que cette mesure, elle tente à fragiliser les structures familiales et surtout à les désacraliser. Les familles se décomposent, elles se recomposent, on peut presque choisir sa famille à la carte maintenant, et ça fait qu'aujourd'hui, ça a entraîné un certain détachement vis-à-vis du concept de famille. Et encore une fois, quand une famille est fragilisée, les premiers qui trinquent généralement, ce sont les personnes les plus dépendantes. C'est mathématique. Dans le même ordre d'idées, je suis sur ma lancée, donc je vais continuer à me faire des amis, il est absolument incontestable que l'émancipation de la femme, et notamment sa mise au travail, a eu des conséquences très importantes sur le traitement réservé à nos aînés. Il y a 70 ans, les maisons de retraite n'existaient pas. Les aînés coulaient leurs derniers jours chez leurs enfants. Donc ça, c'était possible parce que les femmes au foyer, enfin pour les femmes quand elles étaient au foyer, souvent il y avait des entreprises qui leur permettaient de travailler encore à domicile, et du coup elles avaient la possibilité de donner des soins aux aînés. Alors entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux pour les femmes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On sait très bien que généralement, entre la fille et la belle-mère, les relations pouvaient être relativement tendues. Non, ce que je dis simplement, c'est que c'était mieux pour la personne âgée. Et ça c'est clair, parce qu'il n'y a pas photo. Entre vieillir dans un environnement familier, entouré des siens et entouré de ses petits bibelots, et vieillir seul à la maison de retraite, croyez-moi qu'au niveau du moral, je crois que le choix il est vite fait. Alors évidemment, il ne s'agit pas de culpabiliser les femmes. Clairement, elles n'ont pas eu le choix, on ne leur a pas laissé ce choix-là. Et il n'empêche que dans certaines sociétés, encore, qui ont gardé quelques valeurs traditionnelles, je pense à certains pays d'Asie, voire à certaines sociétés musulmanes, les maisons de retraite n'existent toujours pas et les parents continuent effectivement de couler leurs jours chez leurs enfants ou bien dans une bâtisse juste à côté. Pas plus tard que ce week-end, d'ailleurs, je discutais avec une dame d'origine algérienne et qui me disait qu'en Algérie, encore maintenant, il n'y a quasiment pas de maison de retraite. On en trouve quelques-unes très rares dans les grandes villes, mais ça n'existe encore pas et effectivement, on a gardé cette tradition de personnes qui vieillissent proches de leurs enfants. Et d'ailleurs, là-bas, la personne âgée, elle a gardé une symbolique très forte. Il y a encore un très grand respect pour la personne âgée. En France, on n'en est plus vraiment là, je crois, malheureusement. Alors, un autre phénomène évident, une autre cause sociologique, c'est le fossé générationnel. Nos personnes âgées, elles ont vécu en grande partie dans un monde traditionnel. Alors que nos générations d'aujourd'hui, elles ont été élevées dans un monde que j'appelle un monde virtuel, avec les téléphones portables, Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Du coup, ces deux générations, eh bien, elles ne parlent pas forcément le même langage, elles n'ont pas forcément les mêmes valeurs.
Alors moi, certes, hein, j'ai bien vu des personnes qui se sont mis à Internet passé 80 ans, hein, il n'y a pas d'âge, je trouve ça très beau. Bon, moi, même si à titre personnel, je préférais plutôt que ce soit nos jeunes générations qui se reconnectent un petit peu à la réalité. Je préférais plutôt que ça aille dans ce sens-là. Mais c'est pour dire tout ça que ce fossé entre ces deux époques, ça complique encore cet échange intergénérationnel. Bon, à l'époque, c'était papy qui racontait les histoires, qui nous apprenait à planter des tomates. Bon, aujourd'hui, le rôle est plutôt inversé. C'est plutôt la petite fille de 6 ans qui va montrer à papy comment on utilise une tablette numérique. Bon, moi je veux bien, mais dans ces conditions, à quoi il sert aujourd'hui papy, si c'est plus lui le professeur? Je veux dire, à pas faire joli au repas de famille en fin de fête, enfin aux fêtes de fin d'année, un peu délicat, hein, méditez un peu là-dessus. Le dernier grand changement survenu ces 70 dernières années, auquel personne ne pense, qui pour le coup n'est pas un facteur direct d'isolement, ou qui n'est pas forcément responsable de la disparition du rôle de la personne âgée, mais qui est, selon moi, un facteur de fragilisation morale, et qui augmente donc le risque de dépression. Je veux parler de l'abandon de la religion. Le XXe siècle, c'est le siècle où on a tué Dieu. Et à mon avis, ça a des conséquences. J'ai dans l'idée, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais j'ai dans l'idée qu'une personne qui a reçu une certaine éducation religieuse, on lui a rapidement suggéré, expliqué le sens de la vie. Si on se place sous le prisme catholique, plus simple pour moi, il y a l'idée que la vie, c'est une étape transitoire durant laquelle on va être confronté à toute une série d'épreuves, plus ou moins agréables, et qu'il va falloir les affronter dignement, et que ces épreuves vont nous faire grandir pour atteindre un état de sagesse finale qui nous permettra effectivement de rentrer au royaume de Dieu pour bénéficier de ses bienfaits, pour l'éternité. J'ai pour idée que même une personne qui n'a pas entretenu sa foi durant la majeure partie de sa vie, elle conserve malgré tout quelque part une petite voix dans un coin qui lui rappelle, quand elle est confrontée à certaines difficultés, ce sens de la vie. Et cette petite voix, je pense qu'elle peut lui donner du courage par moments. Parce que de l'autre côté, la personne qui n'a jamais vécu avec l'idée de Dieu, la seule voix qui l'accompagne, c'est le slogan qui émane de la République des droits de l'homme. Parce que c'est bien la République qui a remplacé Dieu. Alors c'est quoi le slogan de la République? C'est « Dieu n'existe pas, nous n'avons qu'une vie, donc profitez-en un maximum, jouissez sans entrave, parce qu'après c'est terminé, il n'y a plus rien. » Alors c'est sympa sur le papier, paraît joli, mais le problème c'est que passé un certain âge, quand le corps commence à fatiguer, ça devient plus difficile de jouir et de profiter des biens matériels. Et quand le gros des festivités est terminé, qu'on arrive à la dernière période de sa vie, qui, quoi qu'on en dise, est quand même rarement la plus agréable, on ne va pas se voiler la face, quel sens elles peuvent donner à cette période de la vie, ces personnes qui n'ont pas l'idée de Dieu? Qu'est-ce qui justifie qu'on accepte d'en passer par là? Quelle utilité ça, si de toute façon il n'y a pas de salut derrière? Un religieux, lui, ne se posera pas cette question. Il trouvera sans problème la motivation pour affronter les défis du troisième âge. Mais celui qui n'a pas vécu avec l'idée de Dieu, lui, il risque d'avoir plus de difficultés à trouver cette énergie. Et donc, à mon avis, il a plus de chances de basculer dans la dépression. Bon, par chance, je pense qu'encore la plupart d'entre vous ont eu cette éducation religieuse. Bon, c'est que mon avis, je ne fais pas de prosélytisme, encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça c'était pour, on va dire, les facteurs de risque pour l'isolement et la dépression. Et maintenant, dans une seconde partie qui sera bien plus courte, je vous rassure, je vais aborder quelques moyens de lutte contre l'isolement et la dépression. Ça va être plus court parce que finalement ce sont mes partenaires, les acteurs locaux, qui vont me relayer à ce niveau-là pour la plupart. Je crois qu'en premier lieu, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est impératif de maintenir des projets. Quiconque n'a plus de projet, sa vie est terminée, enfin il n'a plus de raison de vivre a priori. Bon, dans le film que vous avez vu, ce film il a tendance à mettre beaucoup l'accent sur l'échange intergénérationnel entre la grand-mère et son petit-fils. Alors ça, c'est l'idéal quand on a une famille effectivement qui est très unie, qui est très présente et qui a beaucoup de disponibilité. Mais je pense que malheureusement parmi vous, ce n'est pas toujours le cas. Moi, je crois qu'en matière de projet, il est vraiment impératif de s'engager dans des choses dans lesquelles on reste l'acteur principal,
le pilote. Autrement dit, sur des projets qui ne dépendent pas du bon vouloir d'autrui. Parce que ça, c'est encore le meilleur moyen d'être déçu. Moi, une idée qui me tient particulièrement à cœur. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que la société moderne avait volé, dépossédé le rôle de la personne âgée, le rôle pour lequel elle était prédisposée, c'est-à-dire la transmission générationnelle. Ben moi, je me bats justement pour que les personnes âgées reprennent ce rôle, par la force. Parce qu'en plus, on vit dans une période actuellement un peu particulière et qui est particulièrement propice pour ça, à mes yeux. On vit actuellement, ça a échappé à personne, une grave crise sociale, une grave crise morale, et pour le coup, les personnes qui sont le plus touchées par cette crise ne sont pas les anciens, sont plutôt les jeunes. Des jeunes qui ne croient plus en l'avenir, qui n'ont plus de repères, qui ne savent pas qui ils sont, ni où est-ce qu'ils vont. Et face à cette souffrance, on observe depuis quelques années des replis identitaires. Et ça se manifeste notamment par un renforcement du communautarisme qui a tendance à exacerber un petit peu les tensions sociales. Et comme ces jeunes ne savent plus qui ils sont, ni d'où ils viennent, eh bien, ils vont souvent se définir à travers leur appartenance à une région ou un pays d'origine. Et ils vont se retrancher derrière une histoire, bien souvent une histoire qui a été racontée par la télévision et qui en réalité est totalement fantasmée. Ben moi, je pense que dans ce contexte, il serait bon que nos aînés reprennent du service et se remettent à raconter l'histoire, leur histoire. Alors évidemment, on ne peut pas aller contre le sens de la marche du monde et revenir à une société traditionnelle. Donc pour ça, il va falloir passer par d'autres méthodes que la simple transmission orale au coin du feu. Et c'est pour cette raison que, depuis un certain temps, je fais la promotion de l'écriture à travers la rédaction des mémoires et des autobiographies. Donc ça, c'est une idée qui m'a pris passer la trentaine, je me suis un peu assagi, et on va dire que j'ai commencé à me poser plein de questions, justement sur qui j'étais, d'où je venais. Je voulais vraiment connaître mes racines. Le problème, malheureusement, c'est que les personnes qui auraient été le plus susceptibles de me renseigner, mes grands-parents et mes oncles, ils étaient malheureusement déjà partis. Et aujourd'hui, ma maman, elle a 72 ans, et je me dis que c'est une des dernières à posséder cette histoire. Le jour où elle va partir, si elle ne l'a pas transmise, c'est une histoire qui disparaîtra à tout jamais, qu'on ne pourra plus jamais récupérer. Donc depuis un certain temps, eh bien, je lui pose plein de questions. Je la tanne pour qu'elle écrive ses mémoires. Alors elle est un peu frileuse, elle me dit « mais j'ai pas eu une vie passionnante, ça n'intéressera personne. » On s'en fiche. C'est pas pour les autres, c'est pas pour faire un best-seller. C'est pour moi et pour toi. Un projet pour toi et pour moi. Histoire qu'elle laisse l'empreinte de sa visite sur cette terre, qu'elle nous dise ce qu'elle a retenu de la vie, quels enseignements elle en a tirés. Parce que ça, c'est vraiment une idée qui m'obsède de plus en plus je vieillis. Parce que je me dis que si un jour j'ai des enfants, pour ça déjà si un jour je trouve une compagne, ça aussi c'est un peu en voie de disparition, je me dis que si ma maman est partie d'ici là, eh bien je serais bien embêté parce que mes enfants, je ne pourrais jamais leur raconter l'histoire de la famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe énormément. Et plus je vieillis, plus je ressens ce besoin de connaître mes racines, et je me dis que nos jeunes générations, quand elles auront pris un peu de plomb dans la cervelle, peut-être qu'elles seront aussi demandeuses. Donc à mon avis, il y a un vrai créneau à prendre sur ce genre de projet. Parce que non seulement c'est un véritable projet personnel, comme je vous disais, mais en plus, ça a une vraie utilité pour la société. Et je crois qu'il n'y a rien de plus valorisant pour une personne que de se sentir encore utile pour la société. C'est sans compter que c'est une activité, la rédaction de ces mémoires, qui ne possède quasiment aucune contre-indication. C'est à la portée de tout le monde. Qu'on vieillisse bien ou qu'on vieillisse mal, et quand je dis mal vieillir, j'entends par là des gens qui ont justement la maladie d'Alzheimer ou des choses comme ça, eh bien en fait, pour cette activité, les possibilités restent les mêmes. Parce que je vous rappelle que les problèmes de mémoire dans la maladie d'Alzheimer, ils ne concernent que la capacité à retenir les nouvelles choses. Bon, ça tombe bien, pour ce genre d'activité, on a seulement besoin de se souvenir des anciennes. Donc voilà. Finalement, moi je me dis que la nature, elle est pas trop mal faite, puisque même quand la vie nous propose des défis compliqués, eh bien, elle s'arrange toujours pour maintenir jusqu'au bout les facultés
les plus utiles afin de pouvoir maintenir le rôle pour lequel on est prédisposé. C'est sans compter qu'à partir de cette simple idée de transmettre l'histoire familiale, eh bien, il y en a d'autres qui peuvent se greffer dessus. J'ai un oncle qui est malheureusement décédé depuis quelques années. Lui, ça l'a pris vers l'âge de 75 ans. Il s'est mis en tête de remonter son arbre généalogique et celui de son épouse. Et alors, cette activité, ça l'a amené à faire beaucoup de démarches, à aller dans les mairies, dans les bibliothèques pour dénicher des archives. Et puis, ça l'a aussi amené à retourner sur les traces de son passé, dans son petit village natal. Et il a été dépoussiérer quelques greniers pour faire ressortir quelques vestiges. Donc ça, c'est une activité qui l'a amené à rencontrer beaucoup de monde, ça l'a passionné, et nous, ça nous a appris en plus beaucoup de choses, parce que il m'a par exemple retrouvé la photo d'un de mes ancêtres de la fin du 19e siècle. Donc il était vraiment devenu une véritable mine d'or, et ça l'a vraiment passionné. Pour terminer, je vais toucher un petit mot sur les associations. Je pense que tout le monde y a déjà plus ou moins pensé. Il faut bien comprendre que dans l'absolu, on se fiche un peu de la finalité de l'association. Tant mieux si c'est une association qui nous intéresse, mais l'idée principale, c'est quand même de rester connecté à la vie et de rester connecté aux gens, donc de rompre l'isolement. Alors, il y a les associations bénévoles et caritatives. Là, je vais encore prendre l'exemple de ma maman, décidément. Alors, ma maman, pour vous dire un petit peu, c'est une personne qui est un peu introvertie, qui n'a pas beaucoup confiance en elle. Et du coup, elle a toujours eu un petit peu de mal à se faire des contacts, à aller au contact des gens. Elle s'est retrouvée malheureusement seule à partir de la fin des années 80, et jusqu'à son passage en retraite, et bien finalement, hormis sa famille, ses seuls contacts, c'était ses collègues de bureau. Collègues qu'au demeurant, elle ne voyait pas en dehors du bureau. Donc en fait, on pouvait être relativement anxieux à l'approche de la retraite pour elle, parce qu'on pouvait avoir peur qu'elle baisse les bras, qu'elle s'isole, qu'elle se replie sur elle-même, et qu'elle ait un vieillissement difficile, parce que évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais la dépression et l'isolement, ça se répercute, ça accélère grandement le déclin des fonctions du cerveau. Eh bien, en fait, ma maman, pas du tout. Au lieu de ça, elle a eu une très bonne idée, elle a préparé son passage à la retraite, et elle a cherché à se mettre à disposition de toutes les associations locales. Et elle a été frappée un peu à toutes les portes, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la DMR, le Secours catholique. Et l'avantage là-bas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation qu'elle, à savoir des personnes à la retraite qui étaient isolées. Et comme qui se ressemble s'assemble, eh bien, finalement, sans trop de difficultés, elle a noué des contacts. Si bien qu'aujourd'hui, eh bien, elle a renoncé à la plupart de ses associations, elle a gardé que la Croix-Rouge, parce qu'elle s'est fait suffisamment d'amis qu'elle voit en dehors. Maman, c'est une grande marcheuse, donc maintenant, elle va marcher avec ses amis plusieurs fois par semaine. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, elle n'a jamais été aussi épanouie et entourée que depuis qu'elle est à la retraite. Donc ça, c'est un bon passage à la retraite pour le coup. Alors, il n'y a pas forcément que des associations d'aide, mais je pense que dans vos petits villages respectifs, il y a forcément des choses. J'ai été visiter le château du Pailly récemment, une commune de 300 habitants. Et je sais là-bas, par exemple, que les guides qui font les visites, ce sont des retraités qui font visiter et qui partagent aussi leur passion pour l'histoire. J'ai une collègue qui est toujours pas trésorière, secrétaire d'une association à Bourg, près de Longeau. Peut-être que certains en font partie ici. C'est une association, je crois, de rénovation des escargots en pierre. Bon. Alors, elle me dit qu'elle est la plus jeune de cette association, en fait, qu'il n'y a que des retraités. Elle me dit qu'en fait, on ne passe pas le plus clair de son temps à rénover, en fait. On le passe plutôt à bavarder, à manger les gâteaux que les mamies ont préparés, à boire un coup, bref, à échanger. Donc, je crois que c'est vraiment ça l'état d'esprit. Le but, c'est vraiment de rompre l'isolement en premier lieu, et voilà, de rester connecté aux gens. Finalement, le seul effort à fournir, c'est vraiment d'accepter de se rendre à un endroit où il y a du monde. Après, ça se fait tout seul, le contact, je vous le garantis.
Pensez aussi dans vos petits villages à l'investissement dans la vie politique locale. Il n'y a pas besoin d'avoir la moindre notion ou la moindre conscience politique pour ça, mais ça vous permettra quand même de connaître les autres résidents de votre village, si ce n'est pas déjà le cas, voilà, et de renforcer votre proximité avec eux. Et enfin, le dernier type d'association qu'on néglige souvent, ce sont les associations paroissiales. Généralement, les religieux possèdent un réseau propre, ils ont plein d'activités qui ne transitent pas forcément par les voies habituelles. Il suffit pour ça de se rendre au fond d'une église, vous avez plein de papiers partout qui justement concernent des associations ou des événements qui ont lieu. Sans compter qu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour rentrer dans ces associations. Je sais par exemple que je travaillais jusqu'à récemment encore à l'EHPAD de Langres. Eh bien, le vendredi, il y a un office religieux qui est mis en place. Ceux qui donnent des coups de main sont des bénévoles et pour certains ne sont absolument pas religieux. Et d'ailleurs, pour terminer sur une petite anecdote positive, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une dame, elle n'était pas croyante, mais sa famille me disait que depuis plusieurs années, elle faisait partie d'une association paroissiale au sein de laquelle elle faisait une activité, alors je ne sais plus vraiment quoi, mais c'était quand même une activité qui nécessitait une certaine dextérité. Au moment où je reçois cette dame, malheureusement, elle était atteinte d'une maladie d'Alzheimer qui avait quand même déjà pas mal avancé. Et il y avait beaucoup de choses qu'elle ne pouvait plus faire. Eh bien, en fait, sa famille me racontait que les personnes de l'association lui avaient aménagé une autre activité pour qu'elle puisse continuer justement à participer dans cette association. Donc là, elle se contentait, aux dernières nouvelles, simplement de compiler les carnets de chant pour les messes du dimanche. Donc c'est une activité pas tellement difficile en soi, mais cette dame, la façon dont elle en parlait, on voyait qu'elle se sentait vraiment valorisée quand elle en parlait. Et pour rien au monde, elle y aurait renoncé. Ça lui avait permis de se maintenir impliquée dans un groupe, dans un cercle social. Elle s'était même organisée pour qu'on la covoiture, pour l'emmener, parce que l'association n'avait pas lieu dans son village. Et très clairement, cette dame, malgré les épreuves que lui avait réservées la vie, eh bien, elle avait réussi à maintenir son propre cercle social, ses propres activités, et elle avait su rester entourée. Et finalement, chose assez rare, dans la maladie d'Alzheimer, quand elle est avancée, eh bien, cette dame, elle n'était ni apathique, ni dépressive. Comme quoi, je crois que vous voyez bien que, quelles que soient les épreuves que la vie nous réserve, il n'y a pas de fatalité à ce niveau. Alors en conclusion, je pense qu'on peut dire que tous les moyens doivent être mobilisés pour rompre l'isolement, car comme je l'ai déjà répété, l'isolement c'est le principal carburant de la dépression. Alors je ne suis pas le mieux placé pour vous renseigner sur ce qui existe dans vos petits villages, je ne suis pas en Haute-Marne depuis très longtemps, mais j'ai la chance d'avoir à mes côtés de nombreux partenaires qu'on vous a présentés tout à l'heure. Je vais vous inviter très chaudement à aller à leur rencontre, justement, pour qu'ils vous disent ce qui existe et qu'ils vous disent quels dispositifs peuvent être mis en place, quelles aides vous pouvez bénéficier pour vous soutenir dans vos projets. Donc franchement, n'hésitez pas à aller à leur contact, c'était vraiment ça, je crois, le but principal de la journée. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on a encore du temps pour des questions, mais sinon... Oui? Non? Oui? D'accord. Oui, Ah, celui-là. Ah oui, il faudra que je parle très proche. Je vais garder celui-là et je vais te donner. Là, oui, c'est bon. Merci. Alors avant de passer effectivement en salle à côté pour rencontrer les partenaires et partager le moment de convivialité, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être dit? N'hésitez pas, la plus difficile c'est la première. J'en ai une là. Bravo. Merci. Bon, ben, monsieur, tout d'abord, tous nos compliments. Vous venez de faire un exposé parfaitement limpide et d'une clarté absolument exceptionnelle. Ah ben merci, c'est gentil. Bon, pour information, le film de tout à l'heure correspond alors admirablement à la réalité.
Personnellement, j'étais confronté à 3 situations comme ça depuis 1 an. Il a fallu que je gère. C'est très difficile pour la personne qu'on est obligé de placer en EHPAD, comme à Langres, comme à Chaumont, comme à Percel-Potel. Donc c'est un film qui reflète exactement la stricte réalité. Vous me permettrez, monsieur, j'ai un cas dans la famille, vous n'avez pas parlé de personnes qui sont bipolaires. Bon, je connais par cœur le problème, ce sont des tendances hautes et des tendances basses, avec effectivement des zones, des moments de dépression relativement sérieuses et importantes. Je relève aussi, par rapport à la sagesse des personnes âgées, qu'on consultait dans les temps anciens. Je suis un ancien d'Algérie, j'ai vécu 2 ans en Algérie, j'ai constaté qu'en Algérie, encore à l'heure actuelle, je le sais, j'y suis retourné, la personne âgée est respectée. Absolument. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Vous voyez, il y a même un terme en algérien, en arabe, on appelle les personnes âgées comme moi avec des cheveux blancs des chibani. Ce n'est absolument pas péjoratif, c'est au contraire le constat de la sagesse des personnes. Ça, je trouve que c'est magnifique. Ils font partie d'un cercle où on les écoute, ils ne sont pas rejetés, on leur dit pas Pépé, tu n'es plus dans le coup, c'est pas ça. Et puis une dernière remarque, vous l'avez dit, c'est les occupations. Alors personnellement, je suis président d'association, je suis très occupé, voilà 20 ans tout rond que je suis en retraite, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. J'ai toujours un but, j'ai toujours un projet. Gilbert Bataille me connaît très bien. Alors, ce qu'il faut s'occuper, effectivement, vous l'avez cité, par exemple, l'arbre généalogique. C'est passionnant. Ah. Passionnant. Moi, je suis remonté à Louis XIII. Okay. J'ai eu la chance d'avoir l'accès à des documents anciens. Bon, il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas trop parlé, mais c'est un complément dans une retraite, c'est la lecture. Je lis environ 500 pages par semaine, un livre complet, et ça donne un but précis, parce que vous avez hâte de voir la fin, vous avez hâte de savoir, vous restez, contrairement à la télévision, où les images sont fugitives, le lendemain, pratiquement, on ne garde pas grand-chose. Et puis, vous me permettrez de dire aussi, mais je ne suis pas contre le progrès, pas du tout, que la télévision, dans certains cas, favorise l'isolement. Oui, mais ça, c'est mon sentiment personnel. Alors, il y aurait beaucoup d'autres remarques à faire, mais votre intervention est absolument limpide, pleine de clarté et magnifique. Merci, monsieur. Merci beaucoup. J'ai pas grand-chose à ajouter. C'était un bon témoignage, effectivement. Donc, vous avez effectivement confirmé certaines choses que j'avais pu dire. Vous avez raison pour la lecture. Ça, c'est un projet personnel qui nécessite personne d'autre. Après, c'est vrai que mon intervention était plus centrée sur l'idée de rompre l'isolement. C'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé. Puis je ne pouvais pas non plus faire le tour de tout. Mais effectivement, pour l'Algérie, telle que vous me décrivez les choses, je pense qu'on a vraiment gardé cette tradition. La personne avec qui je discutais ce week-end me disait qu'en fait, la personne âgée, elle a encore un petit peu ce rôle de chef symbolique du village, et généralement quand il y a des gens de passage, ils viennent encore la saluer, lui demander des conseils, même si dans l'absolu, bon, parfois elle débloque un petit peu et que voilà, elle n'a pas tous ses esprits. Eh bien, par principe, par tradition, eh bien, on continue d'entretenir cette tradition, et je trouve que c'est quand même voilà, une belle tradition. D'autres questions? Ah oui, d'accord. Oula, plein de belles questions. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour compléter votre intervention, il faut savoir que les caisses de retraite complémentaires vous proposent de participer à des bilans de prévention. Ce sont des bilans où on peut effectivement échanger sur ces différentes thématiques qui vous ont été exprimées par M. Bulto. Bilan totalement financé par les caisses, bilan à titre d'information qui coûte 650 €, c'est pas anodin. Bah oui, c'est offert, mais c'est financé par les caisses de retraite complémentaires. Et pour information, il y a des bilans qui sont délocalisés à Chaumont. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour des informations complémentaires. Le doigt levé était ici. Alors, je voudrais souligner aussi que ce qui a changé, c'est l'allongement de la durée de vie. Aujourd'hui, la personne peut être centenaire, mais ça veut dire que les enfants, ils ont 70-80 ans. Et que la structure familiale, elle ne peut plus être pareille. Parce que quand on a 70 ans, c'est vrai qu'on est encore relativement en forme,
mais est-ce qu'on est suffisamment en forme que pour garder une personne de 100 ans au quotidien avec soi? Après, il y a un autre côté. C'est vrai que quand les anciens disparaissent, on se retrouve parfois à se dire, mais tout compte fait, qui était papa, qui était maman? Et je pense que de toute façon, c'est une chose que les enfants ont tous besoin de savoir. Et ce rôle de transmission, c'est vrai qu'il est important, même encore aujourd'hui. Et qu'il peut se faire tout simplement, il n'y a plus de rôle éducatif à avoir. C'est vrai que nos enfants, nos petits-enfants, ils ne sont pas élevés comme nous, on a été élevés. Il y a beaucoup plus de liberté. C'est bon, c'est pas bon, c'est pas notre problème. Mais en tout cas, ce qu'on peut leur dire, c'est « Tiens, mais tu vois, ta maman, elle adorait quand je décorais la table. » C'est une façon de parler de soi et c'est aussi une façon de transmettre les choses qui nous habitent. Et ça peut être fait tout simplement à n'importe quelle occasion. Merci pour votre témoignage. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, effectivement. Concernant l'augmentation de l'espérance de vie, effectivement, elle a augmenté. Bon, ça fait un moment qu'en tout cas, elle stagne en ce qui concerne l'espérance de vie en bonne santé. C'est de ça dont on ne parle pas, en général. Pour discuter quand même avec beaucoup de personnes âgées dans mon travail, beaucoup estiment quand même que c'est peut-être pas forcément nécessaire de prolonger la vie au-delà d'un certain âge quand la santé ne suit plus, justement. Elle préférerait effectivement être maintenue dans des bonnes conditions, vivre moins longtemps, mais dans des bonnes conditions. Comme je le disais, quand les personnes vieillissaient dans leur famille, effectivement, certainement que les soins étaient moins adaptés et qu'elles vieillissaient peut-être moins longtemps, du fait qu'au niveau médical, c'était moins soutenu. Encore que, je ne suis pas certain, mais je pense qu'une personne qui, au niveau psychologique, vieillit mieux, plus sereinement, peut-être aussi qu'au niveau de la santé, elle peut vivre aussi plus longtemps. Donc je pense qu'il y a peut-être une compensation. Mais effectivement, ça fait partie, cette augmentation, grâce aux progrès médicaux, cette augmentation de l'espérance de vie, qui est une donnée qui a changé, qui a bouleversé aussi notre façon de prendre en charge la vieillesse. Je suis d'accord avec vous. D'autres remarques, d'autres questions? Bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc je vous propose de nous retrouver dans la salle à côté où vous pourrez retrouver les partenaires présents, Fédération ADMR, ADAPA 52, Conseil départemental, Gérontos Sud 52, SNCF, Agir Carco, Valvital, Marjo.